Bonjour à tous, encore une vidéo dans laquelle je vais me faire beaucoup d'amis parce que c'est une critique de l'organisation de l'université, une critique des décideurs, du système qui fait autorité dans l'université, de ceux qui décident de l'histoire officielle qu'on va enseigner à des millions d'écoliers et qu'on va écrire dans les magazines. Et pour cette critique, je vais m'appuyer sur Michel Onfray, parce que Michel Onfray a fait une sévère critique, et je vais en fait, finalement, moi, faire que reprendre les propos à la fois de Michel Onfray, mais également de ce qui s'est passé au sein de l'organisation de la FIFA. Les FIFA Gate, c'est l'affaire de corruption dans la FIFA. Et là où c'est intéressant, c'est que le modèle d'organisation de la FIFA est semblable, très proche du modèle d'organisation de l'université. Dans l'université, dans ce qui est, on va dire, comité exécutif, dans ceux qui ont le pouvoir donc d'écrire l'histoire, de dire, voilà, en histoire, c'est ça la vérité et pas autre chose. La FIFA a été, 16 des membres du comité exécutif de la FIFA ont été reconnus coupables, ou en tout cas une bonne partie des 16. Donc la FIFA a été corrompue, et notamment par rapport à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Il faut savoir que, voilà, vous le savez, le Qatar, c'était pas naturel de faire une Coupe du Monde au Qatar. L'explication de ce choix très étrange de la FIFA de l'attribuer au Qatar, cette Coupe du Monde, c'est la corruption. Et il y a un reportage en ce moment qui passe sur Netflix et qui s'appelle FIFA, corruption et ballon. C'est un reportage de David Gordon dans lequel vous avez un récapitulatif de ce qui s'est passé au sein de la FIFA, et on voit comment en fait c'est la corruption qui a permis d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar. Que ce soit au sein de la FIFA ou au sein de l'université dans ses pôles histoire et archéologie, c'est le même modèle. En gros, c'est une petite minorité de gens qui ont tous les pouvoirs. Des gens qui ne peuvent pas être remis en cause, des gens qui ne sont pas contrôlés et qui ont donc tout pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Qui plus est, ces gens nomment eux-mêmes leurs successeurs. C'est-à-dire que si vous voulez faire partie des décideurs, il faut être nommé par ceux qui sont déjà là. Donc, il y a allégeance et il y a même soumission pour ensuite pouvoir être adoubé. On est donc dans un système qui ne peut que préserver l'idéologie des premiers entrants. Le pouvoir, en fait, revient aux premiers entrants. Or, on sait que les premiers entrants dans l'université, c'est les inquisiteurs chrétiens, c'est le Vatican qui a complètement réécrit l'histoire, qui a contrôlé tout par la religion et donc par l'université, notamment à partir de l'Inquisition du XVIIe siècle. Ça, on le sait. Eh bien, le système qui existe aujourd'hui, c'est un système qui permet de maintenir la même version de l'histoire, puisque les premiers entrants nomment ceux qui suivent, et que ces personnes ne sont absolument pas soumises à compétition, il n'y a rien de démocratique là-dedans. Ils décident ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas remis en cause. Et même pour l'attribution des diplômes, dans certains diplômes élevés, c'est un professeur qui a tout loisir de toute sa subjectivité pour choisir s'il va donner le diplôme ou pas à son élève. Donc on est dans l'université comme à la FIFA, dans un système de cooptation, de suzeraineté et de vassalité qui est tout à fait dépassé, qui est un système d'un autre âge, qui vient des pires dictatures, qui vient d'un autre temps, un système qui n'est pas du tout juste, qui n'est pas du tout démocratique, et c'est un système qui est propice à la corruption. C'est un système qui est vraiment, d'après le reportage Netflix pour la FIFA, c'est le système qui est en cause, parce que quand on a autant de pouvoir dans la main d'individus aussi influents qui n'ont aucun compte à rendre, c'est vraiment favoriser l'influence du plus riche, l'influence de l'éventuel corrupteur.
Du côté de la FIFA, la corruption est avérée, de nombreux responsables ont été jugés, emprisonnés. On a même encore un ancien responsable, Jack Warner, je crois, qui est recherché activement par le FBI. Il a détourné des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Cet argent venait d'un peu partout, mais on sait que, il faut regarder le reportage, que le Qatar a usé de ces millions d'euros pour obtenir la Coupe du Monde. Par contre, du côté de l'université, il n'y a pas de corruption avérée, il n'y a pas d'enquête en tous les cas. Il y a simplement un système totalement arbitraire qui donne un pouvoir totalitaire à une minorité qui choisit elle-même ses successeurs. Il y a donc une éventuelle possibilité de suspecter de la corruption. Et si c'était le cas, là, ce serait pas les millions du Qatar qui viendraient influencer, mais ce serait les millions du Vatican. Le Vatican, vous le savez, à partir des guerres de religion, de la fin du XVIe et début du XVIIe, il a complètement réécrit l'histoire, il a complètement pris le contrôle de l'État dans son entièreté, et donc de l'université. Ils ont écrit une histoire complètement falsifiée, parce que ils ont les mains sales, ils ont les mains pleines de sang, et donc ils se sont lavé les mains en refaisant une histoire complètement nouvelle. Ils ont toujours beaucoup à perdre aujourd'hui si la vérité historique revenait à la lumière. En tous les cas, la loi de 1905 n'a pas suffi à rétablir l'histoire officielle, puisque l'histoire qu'on a aujourd'hui est à peu près la même qu'on avait pendant les siècles d'inquisition. Et ça s'explique donc par le fait que en 1905, la réforme de l'université a abouti à un système propice à l'influence, un système arbitraire, en tout cas un système qui a permis de maintenir l'idéologie de départ. C'est vraiment un système qui est fait pour maintenir le pouvoir de ceux qui l'ont eu dès le départ, les premiers entrants. Et je vais vous citer Michel Onfray quand il parle donc de ceux qui décident en histoire et en archéologie. Il dit « Voilà pourquoi sur ces sujets universitaires, il existe des patrons comme il y a des chefs dans la mafia. La cooptation est la garantie de leur scientificité. Le piston prouve la qualité de leur recherche. S'il y a adoubement, c'est qu'auparavant il y a eu allégeance. Autrement dit, soumission, vassalisation et suzeraineté. Convenons que c'est la meilleure façon d'obtenir la reproduction, mais nullement l'innovation. Le monde universitaire emprunte parfois ses méthodes au monde des truands. » Là, c'est quand il parle des fake news qui sont volontairement balancées par des membres de cette mafia, en espérant que ces fake news soient reprises pour pouvoir disqualifier celui qui reprend la fake news. Mais il dénonce également, quand il parle de méthode de truand, la calomnie donc de ce milieu, de cette petite minorité au pouvoir, contre tous ceux qui ne pensent pas comme eux et qui font des vraies recherches et qui trouvent des vraies choses. Et ça, c'est grave quand même, la calomnie, parce que on attaque l'homme. Et puisqu'on parle un peu de football en ce moment et de la Coupe du Monde, je me rappelle d'Aimé Jacquet qui disait, parce qu'il avait été, vous savez, le sélectionneur de France 98, il avait été très très sévèrement critiqué par le journal L'Équipe et il n'avait jamais pardonné au journal L'Équipe parce qu'il avait dit « ils ont attaqué l'homme ». Quand on fait un travail qui est rendu public, dont les résultats sont rendus publics, on est sujet à critique publique, c'est normal. Mais c'est le travail qui doit être soumis à critique. On ne doit pas attaquer la personne dans sa vie privée, on ne doit pas attaquer la personne elle-même, on ne doit pas suspecter la personne, on ne doit pas la diffamer ou lui prêter des idées qu'elle n'a pas ou lui prêter des intentions qu'elle n'a pas. Je vous dis ça parce que je subis ce travail de sape, ces diffamations, ces attaques contre ma personne qui n'ont rien à voir avec mes idées. Moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez critiquer ce que je dis autant que vous voulez, mais ne me diffamez pas, ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas. Et là, je parle d'un universitaire justement qui doit être proche de cette petite minorité au pouvoir qui me diffame, qui me prête des intentions que je n'ai pas.
Donc, restez bien, s'il vous plaît, dans les clous. On peut critiquer le travail, mais ne diffamez pas. C'est très grave. Et comme le dit donc Michel Onfray, ce sont des méthodes de truands. Michel Onfray déclare enfin que ce monde de l'université est un monde faussement policé, mais vraiment policier. Moi, je dirais un monde inquisiteur, un monde qui n'est toujours pas sorti de l'inquisition. On en est toujours à montrer du doigt, à envoyer sur le bûcher. Qu'est-ce que font ces policiers dans un monde intellectuel où on est censé rechercher la vérité? C'est un monde scientifique. Ce sont les idées qui doivent gagner, pas les policiers, pas les inquisiteurs. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense un petit peu de cette critique de Michel Onfray. Il faut faire très attention parce qu'il n'est pas forcément contre le Vatican, Michel Onfray. Détrompez-vous, attention. Donc cette critique de Michel Onfray, elle est la bienvenue, c'est très bien. Mais il l'a fait dans une occasion qui a été celle de promouvoir une nouvelle théorie qui semble vraiment être une fake news, mais une fake news qui avantage le Vatican. Je m'explique. Le gros point noir dans l'histoire officielle, ou plutôt la grosse omerta, l'énorme omerta dans l'histoire officielle, c'est l'esclavage qui a été mis en place, la traite des esclaves païens, dont les responsables sont l'Église romaine et les trois grandes religions monothéistes. Ces trois grandes religions ont au Moyen-Âge mis en esclavage les païens, c'est-à-dire en fait les Celtes, les Vikings, en d'autres termes, les Gaulois, tous ceux qui n'étaient pas croyants. Ça a été un impérialisme mélangé à une sorte de racisme, mais basé sur la religion, qui a mené à l'esclavage. Et ça, c'est tout à fait abominable, honteux, prouvé dans mon film Esclaves Vikings contre Dinars, dont vous pouvez voir le DVD, un film qui dérange beaucoup, qui a été shadowban. C'est ça le gros point noir. Donc les Vikings ont été mis en esclavage. C'est la raison du phénomène viking elle-même, la mise en esclavage. Les Vikings, c'était une rébellion contre ce système d'esclavage. Et en fait, la prise de pouvoir des trois religions monothéistes repose sur ce système d'esclavage. Vous avez vu comme ces religions sont encore influentes aujourd'hui. C'est donc pourquoi ils sont les premiers suspects quant à l'influence sur l'université pour maintenir cette fausse version de l'histoire. Parce qu'ils ont beaucoup à perdre si l'on dévoilait leur véritable origine, l'origine de leur pouvoir à ces trois religions. Et donc, quand Michel Onfray a ses propos dans la préface d'un livre, il le fait pas innocemment du tout. Il le fait pour promouvoir une nouvelle thèse, j'ai bien dit nouvelle, qui dit que les Vikings auraient été des esclavagistes. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et en fait, je crois que malheureusement, je ne sais pas si lui-même il a été influencé, Michel Onfray, mais ça s'appelle malheureusement de la désinformation et ça s'appelle surtout de l'inversion accusatoire. Étant donné le travail que je fais depuis quelque temps, étant donné l'apparition d'Internet et donc la libre circulation des informations, le Vatican, je pense, forcément a prédit qu'il y aurait des gens qui allaient dévoiler ces faits qu'eux cachent depuis déjà très longtemps. Donc eux ont de l'avance sur tout le monde puisqu'ils sont au courant de tout avant tout le monde, puisqu'ils ont caché beaucoup de choses. Donc ils savent que ces choses vont ressortir. Et donc par anticipation, il y a cette thèse qui est sortie, qui est l'inversion accusatoire, qui est la meilleure méthode pour le menteur, la meilleure méthode pour le pervers narcissique, pour le truand, c'est d'accuser sa victime. La fake news, elle peut aussi servir à protéger des intérêts qui sont toujours pas rendus publics, à protéger un mensonge en fait, une occultation, une omerta. Michel Onfray est dans une position où il dénonce l'université et c'est très bien, mais au final ça aboutit sur quelque chose qui n'est pas la vérité, qui au contraire va venir remettre une couche de mensonge. C'est là où il faut pas voir Michel Onfray tout blanc ou tout noir. En fait, on ne sait pas exactement.
tout ce que l'on sait, c'est que l'organisation de l'université est propice à l'influence, et l'on sait également ce qu'ils veulent absolument cacher, à savoir l'origine de la puissance des religions monothéistes, l'esclavage. Donc on a Fomenko, l'historien russe, qui a dénoncé les jésuites et le Vatican, mais pour nous vendre une version de l'histoire qui est tout aussi fausse. Fomenko nous vend une histoire dans laquelle la vérité sur l'esclavage n'apparaît pas. Donc il maintient l'omerta. Il coupe l'herbe sous le pied à celui qui va vraiment dénoncer pour dire la vérité. Et de la même manière, on a Michel Onfray qui, lui, dénonce non pas le Vatican, mais dénonce l'organisation de l'université, comment ça se passe. Mais en contrepartie, il fait la même chose, il nous vend une version de l'histoire qui est fausse et qui, encore une fois, protège ce mensonge sur l'esclavage et protège encore une fois, finalement, les intérêts du Vatican. Donc, Fomenko dénonce le Vatican, mais protège ses intérêts quand même, au final. Donc, finalement, tout ça, toute cette mascarade, c'est un peu me couper l'herbe sous le pied à moi, puisque moi, je suis le seul véritable historien aujourd'hui qui fait avancer la cause, qui donne la vérité au péril de sa vie, au péril de toutes ces attaques, de tous ces harcèlements, ces diffamations que je subis depuis longtemps. Et moi, je ne suis pas financé par l'argent public, contrairement à ces universitaires. Je fais toutes ces recherches sur mes fonds propres. Au départ, j'ai travaillé pendant des années sur mes fonds propres. Et aujourd'hui, j'ai lancé une structure économique. J'ai lancé une association. J'ai le financement participatif sur le Tipeee. Donc, si vous voulez soutenir la cause de la vérité, parce qu'aujourd'hui en histoire, sincèrement, je ne vois que moi qui fais ce travail honnête et qui prend d'énormes risques. Je prends d'énormes risques, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement à 60 heures de travail par semaine que je fais, c'est carrément ma vie que je mets en jeu. C'est ma personne, c'est mon honneur que je mets en jeu. C'est beaucoup plus que 60 heures par semaine. Donc, si vous voulez me soutenir, c'est sur le Tipeee, Esprit Viking, c'est en faisant des dons à l'association Pagan, qui va financer l'association, tout ce qui est la structure audiovisuelle qu'il y a derrière pour produire. Et puis moi, il faut bien que je vive aussi. J'ai une famille à nourrir. J'ai des besoins comme tout le monde. Je vis dans une société économique comme tout le monde. Je ne peux pas faire autrement. J'ai donc lié l'utile à l'agréable. J'ai créé la boutique en ligne espritviking.com, dans laquelle vous pouvez retrouver notamment ce livre et beaucoup de livres qui dénoncent des vérités. Le livre Notre-Dame d'Odin, dans lequel j'explique plus en détail cette affaire concernant donc Michel Onfray dans la préface de ce livre, le pourquoi du comment, parce que je crois que cet auteur a été un petit peu piégé, Joël Supéry pour ne pas le citer, sans doute par Michel Onfray, ou je ne sais pas, comme je dis, on ne peut pas non plus accuser, on ne sait pas, mais on peut avoir des suspicions. Parce qu'en fait, cet auteur, il a soutenu mon livre Esclave Viking, il a soutenu mon documentaire Esclave Viking contre Dinard quand il est sorti, il l'a même encensé, alors que pourtant au départ il soutenait une thèse contraire. Et puis bien sûr il s'est fait déchirer et il a retiré sa publication. Donc je ne dis pas, voilà, je ne jugerai pas plus que cela, j'ai analysé les choses en détail ici. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est pas facile, tout le monde ne résiste pas à la pression comme moi. Voilà, on peut pas avoir un jugement définitif ni sur Onfray ni sur cet auteur. Toujours est-il que le gros point noir dans l'affaire, c'est l'esclavage, et lui, c'est ça qu'il cache toujours. Et donc méfiez-vous de tous ceux qui finalement me coupent l'herbe sous le pied à moi, puisque c'est moi le véritable historien qui dénonce la vérité. Au péril de sa vie, il faut bien le dire, parce que les jésuites ont quand même une sacrée réputation, une réputation très noire. Donc voilà, vous savez comment faire pour me soutenir. Je défendrai toujours corps et âme mon honneur, mes ancêtres, la vérité avant tout,
la justice avant tout, parce que je crois profondément dans la justice, je crois vraiment dans le bien fondé du courage et de la justice, et c'est pour ça que je ne m'arrêterai jamais. Voilà, quoi qu'il arrive. Je vous remercie à tous, je vous remercie tous, pardon. C'était donc Oleg de Normandie pour la vérité, pour la justice. À bientôt, au revoir.